Aline Diaye, professeur de philosophie. Nous avons donc dans la classe les candidats et candidates donc, au baccalauréat. Et cette émission intitulée Vision scolaire, nous pouvons aussi l'intituler Notre bac. Et notre bac va toujours s'articuler autour de la préparation. Monsieur Ndiaye, la première question que nous vous posons avec grand plaisir, qu'est-ce que c'est que la philosophie? Bonjour monsieur Si, c'est un grand plaisir aussi d'être ici devant cette salle. Et à chaque instant, nous sommes ici en train de faire de la philosophie. Et vous avez posé une question qui est à la fois nécessaire, mais aussi difficile. C'est-à-dire la question, qu'est-ce que la philosophie? Dans cette question, qu'est-ce que la philosophie? Comme on a toujours l'habitude de le dire, nous savons tous qu'il n'y a pas une définition qui soit unanimement admise à la question « qu'est-ce que la philosophie ?» Mais avant de comprendre c'est quoi la philosophie, il est important de comprendre où est née la philosophie. Donc pour comprendre à la question « qu'est-ce que la philosophie ?» j'ai toujours l'habitude de dire aux élèves, on ne peut pas répondre à la question « qu'est-ce que la philosophie ?» mais nous essayons tout simplement d'essayer de comprendre c'est quoi la philosophie. Et pour comprendre la philosophie, il est important, il est nécessaire, il est légitime de poser certaines questions, à savoir où est née la philosophie, comment est née la philosophie, quand est née la philosophie, dans quelles conditions est née la philosophie, qui est le premier à prononcer le mot philosophie et qui est philosophe. Si une fois on parvient à répondre à ces questions, on pourrait comprendre, on essayerait même de comprendre c'est quoi la philosophie. Parce que c'est à la fois nécessaire, comme on l'a dit, et difficile. Mais nous allons tout simplement s'accentuer sur l'origine même du mot philosophie. Parce que pour comprendre qu'est-ce que la philosophie, on doit essayer de comprendre d'où vient ce mot. Et le mot philosophie vient des racines grecques, philein et sophia. N'est-ce pas? Ces mots composent la philosophie. Philein qui veut dire tout simplement aimer, et sophia qui veut dire tout simplement sagesse. Très bien. Donc, il est important de comprendre aussi, avant la philosophie, il y avait d'autres modes de connaissance qui existaient. Parce que si on parle de la philosophie, on fait allusion tout simplement à l'homme, à l'individu, parce que c'est l'homme qui a la capacité de philosopher. Et ces modes de connaissance qui existaient, on peut dire tout simplement, nous avons ce qu'on appelle le mythe. Et si on ne comprend pas c'est quoi le mythe, on ne pourra pas comprendre pourquoi la naissance de la philosophie. Dans ce cas, dans la Grèce antique, les mythologues dont Homère et Hésiode faisaient une imagination pour expliquer ce qu'on appelle le cosmos. Le cosmos qui renvoie à l'univers. N'est-ce pas? Donc, mais l'explication que les mythologues faisaient n'était pas fondée sur la raison. Il n'y avait pas une explication rationnelle. Ceci étant dit, les mythologues, pour expliquer l'univers, pour expliquer le sens commun, qui nous disaient tout simplement qu'il résultait de l'interaction des dieux. Parce que la Grèce était polythéiste. Par exemple, pour expliquer le phénomène de la pluie, les mythologues nous disent qu'elle résulte de l'interaction entre le dieu de la terre, Gaïa, et le dieu du ciel, Uranus. Et c'est cette interaction-là qui provoquait la pluie. Mais on sait bel et bien que, n'est-ce pas, en troisième, en quatrième, nous avons appris comment se provoque la pluie avec la vaporisation. Donc l'explication que donnaient les mythologues n'était pas fondée. C'était fondé tout simplement sur l'imagination
mais aussi sur l'illusion. Et d'après ces explications ramassées, on peut par là déduire comment la philosophie a vu le jour. Donc, et la philosophie a vu toujours le jour au 6e siècle avant Jésus-Christ. Parce que moi aussi, je fais partie parmi les partisans qui disent que la philosophie parle grec. La philosophie est née en Grèce. Car il y a d'autres conceptions. Certains nous disent que la philosophie est née en Égypte, en Afrique plus particulièrement. Donc, grâce au miracle grec, n'est-ce pas, qui a occasionné ce qu'on appelle la laïcisation de la pensée, qui veut dire tout simplement l'émergence de la raison, n'est-ce pas, que les hommes, les philosophes sont laissés le mythe à côté pour utiliser la raison. C'est pourquoi le passage du mythos au logos, intervenu au 6e siècle avant Jésus-Christ, a donné naissance à la philosophie en tant qu'une pensée rationnelle. Donc, c'est à partir de ce moment-là que la philosophie a vu le jour. Mais toujours est-il qu'il est important de comprendre et il est important de savoir qui est le premier à prononcer le mot philosophie. C'est-à-dire la paternité même de ce mot-là. Et cette paternité est attribuée à ce qu'on appelle Pythagore de Samos. Pythagore qui habitait dans cette ville qu'on appelle Samos, les habitants de la Grèce lui disent que Pythagore le sage, Pythagore le sage. Et Pythagore nous dit qu'il n'est pas un sage, mais il est plutôt un philosophos. Et lorsqu'on lui dit Pythagore, c'est quoi un philosophos? Il nous dit qu'un philosophos, c'est quelqu'un qui aime savoir. Et par là, l'élève doit comprendre que le philosophe, c'est quelqu'un qui ne connaît pas. Le philosophe, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Le philosophe, c'est quelqu'un qui ne détient pas. Et étant conscient qu'il ne sait pas, étant conscient qu'il ne détient pas, il va à la recherche de ce qui lui manque. Parce que le mot philosophie, c'est un manque. Aujourd'hui, ou demain même, certains élèves ou certaines personnes vont fêter ce qu'on appelle la Saint-Valentin. Et pour dire que la fête des amours. Mais quand on parle de l'amour, l'amour c'est tout simplement un manque. L'amour c'est tout simplement un vide. Parce que le philosophe c'est quelqu'un qui est amoureux de la sagesse. Et par là, la définition étymologique de la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Et on doit comprendre que le philosophe n'est pas un sage. La philosophie aussi n'est pas une sagesse. Mais le philosophe est plutôt considéré comme un ami ou un amoureux de la sagesse. Et la philosophie comme la recherche de la sagesse. Donc dans la philosophie, forcément, il y a des tensions. On tend toujours vers la chose aimée. Exemple, si je suis là et je vois Salimata, et je tombe amoureux de Salimata, et si je reste à la maison, Salimata ne saura jamais que je suis tombé amoureux d'elle. Il faut que je quitte ma maison pour aller vers Salimata. Autant vers la chose aimée. Ce qui fait que la philosophie demeure toujours une quête perpétuelle de la connaissance. Parce que dans la MNT, il y a des tensions. L'un tend vers l'autre et l'autre tend vers l'une. C'est ça qui fait que la philosophie, et c'est ça qui fait que ce manque-là, cet amour-là va jaillir. Donc le philosophe, c'est quelqu'un qui va toujours à la recherche de la connaissance. Le philosophe, c'est quelqu'un qui va toujours à la recherche du savoir. Le philosophe, c'est quelqu'un qui va toujours à la recherche de la vérité, à la recherche de l'idéal, à la recherche de la connaissance. Dans la mesure où la philosophie, comme on l'a toujours dit, elle n'a pas possession, mais elle est les recherches. C'est ce que Karl Jaspers avait dit, n'est-ce pas? Dans l'introduction générale à la philosophie, il nous dit que la philosophie n'a pas possession, elle est recherche. Faire de la philosophie, c'est se mettre en philosophie, les questions sont plus importantes que les réponses. Et chaque réponse devait à son tour une nouvelle question. Très bien, donc vous avez bien compris que la philosophie c'est l'éternel questionnement. En évoquant Karl Jaspers qui disait que la philosophie peut être un terrain du savoir. Quelquefois, il faut faire une pause, ou faire un bilan de ce qu'on a
cherché comme du savoir, mais on a appris aussi à travers notre explication que le philosophe c'est l'amour de la sagesse, oui. Et qui aime, châtie bien. Très bien. Châtie bien, c'est le conflit cognitif et intellectuel du moment que dans ce sens que nous allons vous poser la question. Est-ce que les philosophes entre eux tombent d'accord sur un fait? Parce que sinon ils vont revivifier la philosophie, puis ils vont encore freiner la démarche philosophique. Très bien. Puisque la philosophie est éternellement en chemin de cours de recherche du questionnement pour chercher la vérité en grand V. Très bien. Sur cette question, monsieur Si, il est important de comprendre. Tout à l'heure, nous avons dit qu'il y a autant de définitions dans la philosophie que de philosophes. Et par là, on doit aussi comprendre que, puisqu'il y a autant de définitions dans la philosophie que de philosophes, cela revient à dire que chaque philosophe a sa propre conception de ce qu'est la philosophie. Ma philosophie est différente de votre philosophie, mais aussi votre philosophie est différente de ma philosophie. Et c'est ça qui va nous permettre de comprendre l'histoire même de la philosophie. Et si l'élève ne comprend pas l'histoire de la philosophie, l'élève ne pourra jamais traiter un sujet qui parle sur la philosophie. Et l'histoire de la philosophie consiste tout simplement à montrer que, avant le 6e siècle, toujours comme on l'a dit, nous avons ce qu'on appelle le mythe. Mais après le mythe, nous avons tout simplement ce qu'on appelle la philosophie qui arrive avec les présocratiques. Et quand on parle de présocratique, on fait allusion, il y a un philosophe qui est dedans, du nom de Socrate. Et c'est ça, ceci va nous permettre encore une fois de comprendre qu'il y a une différence entre la philosophie des présocratiques et la philosophie de Socrate. Parce que la philosophie des présocratiques portait tout simplement sur le cosmos, portait tout simplement sur l'univers. Les philosophes essayaient de comprendre les premières choses physiques, c'est-à-dire la nature physique, parce qu'on les appelle aussi les physiologues. Parce que leur étude portait tout simplement sur la nature physique. Et ces philosophes-là, on peut citer entre autres, comme on vient de le dire, Pythagore, n'est-ce pas? Nous avons aussi Thalès, nous avons aussi Héraclite, n'est-ce pas? Mais aussi nous avons Parménide. Pour ne citer que ces philosophes-là, ils faisaient leur étude sur le cosmos, ils faisaient leur étude sur le nombre. Et quand on parle de Pythagore et de Thalès, n'est-ce pas, nous tous on a appris en 3e, 4e les théorèmes de Pythagore et les théorèmes de Thalès. Pourquoi venir jusqu'en terminale et on nous dit que Pythagore et Thalès étaient des philosophes? Et leur philosophie qui portait sur l'univers, sur la nature, sur les nombres, n'est-ce pas, sur les principes, les premières causes. Et Socrate, lui, quand il va arriver, il ne va pas faire de sa philosophie comme les présocratiques, mais il va réorienter la philosophie vers l'étude de l'homme. C'est quoi l'homme? Point d'interrogation. Donc, et par là, on remarque cette opposition-là. Par là, on remarque ce désaccord entre la philosophie des présocratiques et la philosophie de Socrate. Car Socrate, s'il faisait la même façon que les présocratiques, on ne parlera jamais de lui. Parce que lui, il réfute la philosophie des présocratiques. Il a critiqué la philosophie des présocratiques. Il a rejeté cette philosophie, il a discrédité cette philosophie pour poser sa philosophie. C'est pourquoi on dit en philosophie, il faut s'opposer pour se poser. Je me pose à votre philosophie pour poser ma philosophie. Quelqu'un va venir s'opposer à ma philosophie pour poser sa philosophie. C'est pourquoi Socrate disait aux présocratiques, avant de connaître les dieux et l'univers, il faut connaître l'homme. C'est pourquoi il dit que dans cette citation, connais-toi toi-même, tu connaîtras les dieux et l'univers. Mais aussi, la connaissance de soi ne se fait pas dans l'immédiateté, c'est un questionnement perpétuel. Connaître ce que tu peux, connaître ce que tu es capable de faire, connaître tes limites, mais aussi connaître tes faiblesses. Donc, toujours, ce qui fait même l'importance même de la réflexion philosophique, c'est cette contradiction. Et tout à l'heure, avant que vous arriviez, nous étions parlé même de ce sujet, qu'on dit tout simplement, la philosophie se nourrit-elle de la contradiction. En philosophie, il faut toujours critiquer. En philosophie, il faut toujours rejeter.
en philosophie, il faut toujours faire ce qu'on appelle un parricide, parce que le philosophe, c'est un parricide. Et par là, on peut le comprendre avec tout simplement Platon et Aristote. Donc, pourquoi Platon et Aristote? Platon était un disciple de Socrate. Aujourd'hui, tout ce que nous connaissons sur la philosophie de Socrate, c'est grâce à ce monsieur-là du nom de Platon. Socrate n'a jamais laissé d'œuvre écrite. Il portait des habits déchirés. Il n'aimait pas cette belle vie-là. Par contre, Aristote nous a fait comprendre c'est qui Socrate. Tout ce que, avec ses œuvres, l'apologie de Socrate, avec ses œuvres, le Ménon, n'est-ce pas, avec ses œuvres, la banque, ainsi de suite, il nous fait comprendre. Mais lui, il a bâti son établissement qu'il a nommé l'Académie. Et dans l'Académie, Aristote nous fait comprendre, alors Platon nous fait comprendre, autant pour moi, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la dualité platonicienne, qui porte tout simplement Platon et la théorie des idées. Et dans la dualité platonicienne, nous avons deux mondes, le monde sensible et le monde intelligible. Puisque son maître, qui était Socrate, faisait sa philosophie sur l'homme, et Platon, quand il arrive, il va nous faire comprendre c'est quoi l'homme. Et il nous dit que l'homme est composé de deux principes. D'un principe matériel qui est le corps, n'est-ce pas, et d'un principe immatériel qui est l'âme. Donc, selon Platon, l'âme est le monde intelligible. Le corps, c'est le monde sensible. Et Platon dit que le monde sensible, c'est le monde que nous vivons, qui est fait de mensonges, de vérités, d'illusions. Dans ce monde-là, tout ce que vous voyez là va disparaître. La preuve en est que des années, n'est-ce pas, l'établissement avait existé. Et vous n'étiez pas là. Peut-être des années encore, vous ne serez pas là. Des années, n'est-ce pas, il y a des siècles et des siècles. Si on dit que même on regarde vers les années 1900 et nangam, les élèves de cette classe-là n'étaient pas nés. Et d'ici des siècles après ou des centaines d'années, nous ne serons plus là. Donc ce monde-là, qui est fait de mensonges, de vérités et d'illusions, c'est le monde sensible. Le monde intelligible, c'est le monde de la vérité. C'est le monde de la connaissance. C'est le monde de l'idéal. C'est le monde des essences pires. Et Platon, n'est-ce pas, pour toujours expliquer cette démarche qu'on continue avant que vous posez cette question, il dit que l'âme avait vécu dans l'intelligible. Et lorsqu'il était dans l'intelligible, l'âme avait toutes les connaissances du monde. N'est-ce pas? En quittant l'intelligible pour venir dans le sensible, l'âme a traversé ce que Platon appelle le fleuve de l'oubli. Et lorsque l'âme a traversé ce fleuve-là, tout ce qu'elle connaissait dans l'intelligible, il l'a laissé dans ce fleuve-là. Et une fois dans le corps, on parvient à avoir l'homme. Pour qu'on puisse avoir homme, on doit avoir corps et âme. Si nous avons corps sans âme, c'est un cadavre. N'est-ce pas? Donc, et l'âme, qu'est-ce qu'il doit faire l'individu? L'homme qui est là, qui devient papier vert, quelqu'un qui ne connaît pas, il doit essayer de regagner l'intelligence par la contemplation des idées, par la réflexion pure et dure, et essayer de faire ce que Platon appelle la dialectique ascendante, n'est-ce pas, et la dialectique descendante. La dialectique ascendante, essayer de regagner l'intelligible et essayer de contempler ce qu'il avait déjà su dans le monde intelligible, et une fois contempler cette connaissance, il va venir dans le sensible, c'est-à-dire dans le monde que nous vivons, et essayer de conscientiser. Et le rôle du philosophe dans ça, c'est d'amener de la lumière dans la vie de l'individu. Le philosophe, c'est de libérer l'homme des ténèbres de l'ignorance, de nous sortir des préjugés, du conformisme et de la doxa. Question? Oui, monsieur? Selon Platon, philosopher, c'est apprendre à mourir. Qu'est-ce qu'il veut dire par cette affirmation? Très bien. Donc, cette affirmation-là, ce n'est pas l'affirmation de Platon. C'est Montaigne. Qui, après avoir parcouru la philosophie même de Platon, va faire une déduction en disant tout simplement, philosopher, c'est apprendre à mourir. Apprendre à mourir, qu'est-ce que l'homme doit comprendre par là? C'est tout simplement en quittant, n'est-ce pas, en libérant l'âme des amarres du corps, pour tenter de contempler des vraies connaissances qu'on a laissées dans le monde, n'est-ce pas, dans le fleuve de l'oubli là, n'est-ce pas? C'est là qu'il faut comprendre que philosopher, c'est apprendre à mourir. Il faut essayer de se démarquer des préjugés.
il faut essayer de se démarquer, n'est-ce pas, des fausses évidences, des mensonges, des erreurs, pour contempler la vraie connaissance, pour aller au monde de l'idéal avec un grand I, de la vérité avec un grand V, et le monde de l'essence avec un grand E. Et c'est là qu'on trouve les vraies connaissances. Parce que la vraie connaissance ne se trouve que dans le monde intelligible et pas dans ce monde-là. Parce que ce monde-là, qui est le monde du corps, c'est le monde des morts, des mortels. Notre question? Voilà, donc, très bien. Nous allons vous poser une autre question. D'évoquer d'abord la dualité philosophique entre le monde intelligible et le monde sensible. Selon vous, les philosophes, lui, ils préfèrent choisir le monde intelligible, comme considérant que c'est le monde pur et sans préjugés. Quel est le monde qu'il a traversé? Vous avez dit qu'il a traversé le monde de l'oubli. Le fleuve de l'oubli, oui. Puisqu'il a choisi, lui, en tant que philosophe, le monde pur qui est le monde intelligible, est-ce qu'il ne doit pas soustraire le monde sensible pour ne pas être vraiment le martyr de la vie? Très bien. Et c'est cette question-là qui va montrer même l'adversité, cette opposition, ce désaccord qui existe entre Aristote et Platon. Car Aristote était disciple de Platon, qui était dans l'académie, n'est-ce pas? Et dans l'académie, Aristote avait compris, avait cet enseignement que son maître lui donnait, qu'il y a deux mondes, le monde sensible et le monde intelligible. Mais à la mort de Platon, Aristote va quitter l'académie et il va créer le lycée. Et dans le lycée, que va faire Aristote? Aristote va mettre en cause la philosophie de son maître. Aristote va rejeter la philosophie de Platon. Aristote va critiquer la philosophie de Platon. Lorsque son maître Platon disait qu'il y a deux mondes, le monde sensible et le monde intelligible, Aristote va dire non, il n'y a pas deux mondes, il n'y a qu'un seul monde, c'est le monde sensible. Et Aristote va réhabiliter le monde sensible. Puisque nous vivons dans ce monde-là, on ne peut pas rejeter ce monde-là. Pour comprendre, pour philosopher, on doit comprendre comment ça fonctionne la société, on doit comprendre comment on doit avoir ce qu'on appelle la morale, l'éthique, la déontologie, et ainsi de suite. Et cela, nous pouvons le faire que dans le monde sensible. Dans le monde intelligible, il n'y a pas de comportement. Dans le monde intelligible, il n'y a pas d'éthique. Dans le monde intelligible, on ne parle pas des normes. Mais dans ce monde-là, on parle de normes, on parle d'éthique, on parle de morale, on parle d'idéologie. Et Aristote nous fait comprendre que le philosophe, c'est quelqu'un qui va essayer de comprendre ce monde-là et qu'il va nommer le monde sensible et nommer de deux parties, le monde bilinéaire et le monde, n'est-ce pas, supralunaire. Et par là, Aristote avait fait ce qu'on appelle un parricide. Parricide veut dire le fait de tuer, n'est-ce pas? Mais quel parricide? Un parricide intellectuel. Le parricide intellectuel pousse le philosophe de rejeter, de tuer son père pour prouver sa philosophie. Et c'est ça qui fait l'importance même de la philosophie. Et Nietzsche nous disait que pour rendre, n'est-ce pas, pour rendre hommage à son maître, il faut le tuer. Donc en philosophie, pour rendre hommage à son maître, il faut le tuer. Ça veut dire qu'il faut critiquer, il faut s'opposer à la philosophie de son maître. Monsieur Si. Une belle note qui nous permet encore de poser une troisième question, de savoir philosopher, c'est contredire. Très bien. Philosopher, c'est contredire son maître. Très bien. Philosopher, c'est tuer la philosophie de son maître. Philosopher, c'est mourir. Très bien. N'allez pas vous pareiller la citation de Goethe qui disait est-ce que dans ce sens-là, la philosophie, comme disait Goethe, c'est un chemin qui ne mène nulle part? Êtes-vous d'accord? Bon, je ne serais pas d'accord. Parce que le philosophe ne doit jamais être dit oui. Il doit toujours rejeter. La philosophie a un sens dans la mesure où la philosophie nous permet, n'est-ce pas, de se comporter. La philosophie nous permet d'avoir ce qu'on appelle le bon sens. Comme le disait Descartes, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. La philosophie nous permet d'avoir des relations entre nos semblables. La philosophie nous permet aussi de se comporter dans la société. Et par là,
on pourra comprendre une autre idéologie des philosophes qu'on appelle Épicure, n'est-ce pas? Mais aussi Épithète, mais aussi Diogène. Parce que eux, leur philosophie n'est pas tout simplement le fait de parler, de rechercher la vérité, mais leur philosophie est caractérisée comme philosophie, comme quête du bonheur, n'est-ce pas? Comme quête du bonheur. Philosophie comme art de vivre. Art de vivre. N'est-ce pas? La philosophie, c'est la paix de l'âme. N'est-ce pas? C'est la paix de l'âme. La philosophie, c'est l'ataraxie. Ces philosophes-là nous enseignent un comportement. Et parmi ces comportements que les philosophes nous enseignent, ils nous disent que l'individu est certainement troublé de certains fléaux, qui sont la crainte de la mort, la crainte des dieux, l'étendue des désirs et la capacité à supporter les souffrances. Voilà. Nous allons compris ici que quelque part les philosophes ils sont fous de ce qu'ils veulent. Oui, d'une part. Thalès, un jour, il se moquait de sa servante de ne pas pouvoir faire un plat de condiments. C'était la reine. Diogène, un jour allumé en plein jour, une torche qui s'écrit, Dieu cherchait l'homme. Avec un grand H. Avec un grand H. Maintenant, ces philosophes, est-ce qu'ils sont sûrs de philosopher? Qu'est-ce que c'est que philosopher? Du moment que, quelquefois, la question de la philosophie, prenez le petit bébé qui a tendance à se poser la question, ceci, comment ceci, et quand il voit quelque chose, il le touche. Est-ce que la philosophie n'est pas née depuis? Et qui est philosophe? Et qui est philosophe? Très bien. Qui est philosophe? Très bonne question. Il faut comprendre que même Platon nous dit dans le banquet, il y a 3 catégories d'êtres qui ne philosophent pas. Platon nous dit ça. Il y a 3 catégories d'êtres qui ne philosophent pas. Les dieux ne philosophent pas, le sage ne philosophe pas, l'ignorant ne philosophe pas. Les dieux ne philosophent pas. Aujourd'hui, le Dieu que nous croyons tous, Allah, s'il ne sait pas que nous sommes dans cette salle en train de faire de la philosophie, il n'est pas digne d'être un Dieu. L'ignorant ne philosophe pas, ou le sage ne philosophe pas, parce que le sage, il possède le savoir. Et la philosophie n'est pas la possession, c'est la recherche du savoir. N'est-ce pas? L'ignorant ne philosophe pas, parce que l'ignorant, il ignore qu'il ignore. Et quand on ignore qu'on ignore, dans ce cas, on ne peut pas philosopher. C'est pourquoi Amadou Hampâté Bâ nous disait dans l'aspect de la civilisation africaine que si tu sais que tu sais, tu ne sauras pas. Et si tu sais que tu ne sais pas, tu vas savoir. Donc, qui philosophe? Platon dit toujours, Dieu tue aucun des dieux ne philosophe. Il ne désire pas devenir savant, car il est en général, si on est savant, on ne philosophe pas. Les ignorants non plus ne philosophent et ne désirent pas devenir savant, car l'ignorant a précisément ceci de force, que n'y a ni beauté, ni bonté, ni science, on croit suffisamment pour vivre. Or, si on ne croit pas manquer d'une chose, on ne la désire pas. Le philosophe, c'est quelqu'un qui a des désirs d'aller rechercher la vérité, des désirs d'aller à la quête du bonheur, des désirs d'avoir la paix de l'âme, des désirs d'avoir l'ataraxie. C'est quelqu'un qui a tout simplement ce manque-là. C'est quelqu'un qui est amoureux. C'est quelqu'un qui a un vide. C'est quelqu'un qui ne fait pas. Mais c'est quelqu'un qui utilise sa raison. C'est quelqu'un qui fait toujours l'usage de la raison. Car le philosophe voit partout matière à questionner. Et il amène tout au tribunal de la raison. C'est quelqu'un qui n'accepte pas n'importe quelle idée. Avant d'accepter, il doit examiner. Il doit diagnostiquer. C'est pourquoi même le roi du Mbalakh, il se doute, n'est-ce pas, nous disait dans les waxul bul dégg rek gëm gis dafa wala leer dégg-dégg war a xóot jàng lu ci biir du lépp lu ñëw rek nga gëm ko. C'est ça la véritable conception de la philosophie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Chers téléspectateurs de l'émission africaine, sachez
dans les esprits. Ça recadre, ça oriente. Mais on a l'impression aussi que le philosophe, c'est un grand rêveur. Pourquoi? Quelque part, il se contredit dans sa démarche. Ok. Socrate disait tout ce que je sais, je ne sais rien. Oui. Vous avez dit que le sage ne philosophe pas. Vous avez dit que l'ignorant ne philosophe pas. Vous avez dit aussi que les dieux ne philosophent pas. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est, évidemment, vous avez déjà dit que ces 4 types de personnes ne philosophent pas. Quel est en fin de compte du moment que vous avez envoyé la philosophie dans un stade de désir? On sait que le désir, quelque part, elle désoriente la personne pour le placer dans un stade d'être conscient, d'être subconscient, ou voire même inconscient. Et dans ce cas de figure, on risque d'être contradictoire avec soi. Bon. Quelle est en fait, de compte, la finalité de la philosophie? Donc, si je comprends bien votre question et votre raisonnement, il est important de savoir que si on dit que le philosophe n'est pas un sage, c'est tout simplement pour montrer la modestie même du philosophe. Parce que si aujourd'hui je viens dans la salle, je me présente chez M. Ndiaye, je suis un sage, vous n'allez pas m'écouter. Mais si je viens, je vous dis que je me présente, je suis un philosophe. D'après les conceptions que vous avez sur la philosophie, c'est quelqu'un qui essaie de savoir. C'est quelqu'un qui va essayer de guider même le peuple. C'est même dans cette perspective même que Platon nous disait dans la République livre 7 que la cité sera idéale que lorsque les rois seront des philosophes ou lorsque les rois eux-mêmes chercheront à devenir des philosophes. Ceci étant dit, le philosophe, il n'a pas cette euphorie-là en disant que je connais tout. Le philosophe, c'est quelqu'un qui a cette modestie. Quelqu'un qui est là, qui dit que malgré toutes les connaissances qu'on dit sur lui, malgré toutes les belles choses qu'on dit sur lui, il dit que moi, je ne sais pas. Et puisque je ne sais pas, je vais essayer de savoir. Puisque je ne sais pas, je vais essayer de connaître. Pourquoi il y a toujours quelqu'un qui me manque. Quelque chose qui me manque. Et ce qui manque le philosophe, encore une fois, ce sont les vérités. Et dans ce monde-là, les vérités ne sont pas éternelles. Et chaque vérité mérite d'être revoie, d'être remise en question. Et ceci étant dit, pour comprendre l'utilité même de la philosophie, pour comprendre l'importance même de la philosophie, si toute la population sénégalaise était considérée comme des philosophes, si toute la population sénégalaise essayait d'être des philosophes, et kenn du fi nekk naan ma kii mooy sama doomu fii laa bokk ak fii da ngay ñëpp dañuy nekk dans le même niveau, même pied, et essayer de développer le pays, essayer de développer notre nation en donnant des signes qui va conduire les hommes à avoir des conduites morales, qui va conduire les hommes à les permettre d'avoir ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le bon sens, n'est-ce pas, l'éthique dans tout ce que nous faisons, la déontologie, n'est-ce pas, le bon comportement, le respect de soi et le respect envers les autres. Et c'est ça qui est même l'utilité même de la philosophie. Aujourd'hui, la façon dont faisaient la philosophie les philosophes de la Grèce antique, la façon dont faisaient les philosophes du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, ne doit pas être de la même façon dont nous faisons notre philosophie. Parce que la façon dont nous devons faire notre philosophie, c'est de regarder, de faire face à ce monde-là. Monde qui change chaque instant. N'est-ce pas? Avec les nouvelles technologies, dans l'information et de la communication, avec WhatsApp, avec Instagram, avec Facebook, avec YouTube, ainsi de suite. Quel est, n'est-ce pas, l'enseignement, quel est le rôle, l'orientation du philosophe à travers ces modes de connaissance-là? Aujourd'hui, les philosophes de ce siècle-là, du XXIe siècle, c'est cette orientation-là qu'ils doivent faire. Essayer, n'est-ce pas, de nous faire comprendre que l'utilisation des téléphones, l'utilisation des réseaux sociaux, n'est-ce pas, Facebook, Instagram, ainsi de suite, c'est pas, n'est-ce pas, pour des buts néfastes. Non, non, c'est pas pour détruire les gens, c'est pour tout simplement
faciliter la communication et montrer quel certain d'éthique, de morale dans ce que nous faisons sur la philosophie. Et le philosophe, c'est celui qui oriente. Le philosophe, c'est celui qui guide. Le philosophe, c'est celui qui amène de la lumière. Le philosophe, c'est celui qui permet à chaque individu de mieux comprendre son existence et de se comprendre lui-même. Il nous permet de faire une introspect, retour de la pensée sur elle. Très bien. Nous l'avons écouté, nous l'avons suivi, et félicitations. Beaucoup de savoirs se sont réveillés aujourd'hui. La question avant de prendre fin donc à cette émission, notre bac, nous avons le plaisir de vous poser la question de savoir pourquoi les philosophes aujourd'hui ne sont pas visibles dans la société, détenant un grand savoir encyclopédique qui faut vraiment aider la société dans l'éthique, dans la déontologie, dans la morale. Bien entendu, aujourd'hui, nous savons que nos sociétés sont traversées par des crises de valeurs, des crises de repères. Qu'est-ce qu'il va nous donner comme recommandation? Parce que vérité contre vérité, c'est vrai ou c'est faux. La philosophie, c'est la dualité. Nous avons bien compris à travers ce qu'il a développé ici, que la philosophie, effectivement, c'est l'existence de deux choses contradictoires. Ça, je crois que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. La terre, le ciel, la vie, la mort, le plaisir, le malheur. Et pour qu'il y ait toujours quand même philosophie, il faut qu'il y ait toujours contradiction. Quelle est la place de choix que les philosophes doivent aujourd'hui occuper pour vraiment soigner les malades, quelquefois, qui sont, je ne sais pas, c'est des philosophes, ou bien ils sont ennemis de la philosophie, ou bien ils sont victimes de la philosophie, ou bien ils sont dépassés par nos désirs. Et cette question est très simple. Il faut comprendre qu'à l'origine, n'est-ce pas, la philosophie, elle est spéculative. Pour faire de la philosophie, il faut se démarquer catégoriquement de la production. La philosophie était conçue comme du loisir. Il faut travailler, n'est-ce pas, dans la journée et après la nuit, se retrouver, les Grecs se retrouvaient dans le regard de la place publique pour philosopher, pour échanger, pour faire des spéculations, pour essayer de trouver les vérités. Si nous attendons que la philosophie nous donne de quoi manger, on va se mourir de faim. Si nous attendons que la philosophie nous soigne, on va mourir aussi. La philosophie, dans ce monde, la philosophie actuellement, n'a pas pour mission, n'a pas pour but de soigner les malades. Ça, c'est pas son rôle. La philosophie, tout simplement, c'est de venir, n'est-ce pas, conscientiser. La philosophie, son rôle, c'est d'éveiller. La philosophie, son rôle, c'est de permettre à l'individu de faire l'usage de la raison. La philosophie, son rôle, c'est tout simplement permettre à l'homme d'examiner, de permettre à l'homme d'utiliser sa raison sur n'importe quelle situation. N'est-ce pas? Ceci étant dit, nous savons tous avec, n'est-ce pas, le développement de la technoscience, n'est-ce pas, on a tendance à discréditer la philosophie. On a tendance à dire que la philosophie est inutile. On a tendance à récuser la philosophie, on a tendance à rejeter la philosophie. Mais il faut toujours comprendre que même si la science a développé aujourd'hui, on ne peut pas rejeter catégoriquement la philosophie, parce que la science, n'est-ce pas, a besoin de la philosophie. Et les critiques qu'on fait sur la philosophie ne datent pas d'aujourd'hui, c'est depuis l'Antiquité, n'est-ce pas? Je me rappelle, n'est-ce pas, du sophiste Calliclès qui disait à Socrate, n'est-ce pas, devant un homme que je vois continuer à philosopher sans jamais arrêter, Socrate, celui-là, mériterait d'être fouetté. Et pour comprendre l'importance même de la philosophie, Descartes va lui contredire, n'est-ce pas, en lui disant tout simplement, c'est proprement avoir les yeux fermés, sans jamais tâcher de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. Donc, pour vous montrer tout simplement, si on fait de la philosophie, c'est pour permettre à l'homme de réfléchir. Si on fait de la philosophie, c'est pour permettre à l'homme d'utiliser sa raison sur n'importe quelle situation. Et l'homme, dans ce cas, ne va pas devenir une ignorance ignorante, mais il va devenir une ignorance savante. L'homme ne va pas devenir quelqu'un qui fait l'esprit
critique, mais il va faire un esprit critique. N'est-ce pas? Donc il y a ces différences-là qui existent entre esprit critique et l'esprit de critique. L'esprit critique, c'est pour le philosophe, et l'esprit de critique, c'est pour le non-philosophe. Une ignorance ignorante, c'est pour le non-philosophe, et une ignorance savante, c'est pour le philosophe. C'est quelqu'un qui est là, qui utilise sa raison, qui a certaines connaissances, moi en disant que je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Alors que les autres prétendent savoir ce qu'ils ne savent pas. Merci.